Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud où nous allons beaucoup voyager cette semaine. Jean-Robert Pitt, pour commencer, nous invitera à la table de l'histoire et du monde. C'est le titre de son essai paru aux éditions Talendier dans lequel il nous éclaire sur l'origine des aliments et des plats les plus célèbres dont nous nous régalons depuis l'Antiquité. Avec Benoît Florin, ensuite, nous découvrirons la vie incroyable du prince de Ligne qui illumina l'Europe du XVIIIe siècle de son esprit, de sa gaieté et de son goût, et à qui il consacre une éblouissante biographie aux éditions Perrin. Enfin, Lord d'Autriche, à l'occasion des 150 ans de la disparition de Georges Bizet, reviendra sur son opéra le plus célèbre à la lumière de l'essai d'Hervé Lacombe, paru aux éditions Actes Sud, Carmen à sa création, une Andalousie âpre et fauve. Bonjour Jean-Robert Pitt. Bonjour. Vous êtes secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques et président de la Société de géographie. Vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre éditoriale conséquente où l'alimentation occupe une place non négligeable. C'est le cas cet hiver encore avec l'apparition chez Talendier de ce recueil de vos chroniques du Figaro Histoire à la table de l'histoire et du monde. En lisant, on comprend que la gastronomie, c'est une affaire finalement d'histoire et de géographie entremêlées. Oui, alors moi je suis géographe, mais je me suis toujours intéressé à l'histoire et je suis un fervent partisan de ce mariage qui doit être d'amour entre l'histoire et la géographie, qu'on continue à enseigner ensemble dans les établissements scolaires, collèges et lycées. Et dès qu'on s'intéresse à ce qu'on a dans son assiette, on est forcément plongé à la fois dans la géographie, puisque les aliments viennent de quelque part, les aliments ou les recettes qui permettent de les accommoder, et qu'ils apparaissent à un moment donné de l'histoire, parfois il y a très très longtemps dans la préhistoire, et parfois beaucoup plus récemment, parce que les aliments ont voyagé au gré des découvertes, au gré des progrès des voyages et du commerce international. Alors, il n'y a pas très très longtemps, mais il y a assez longtemps quand même, on va s'intéresser à l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on a hérité de l'Empire romain dans nos assiettes aujourd'hui, par exemple ? De l'Empire romain, on a hérité beaucoup de choses, puisque nous sommes quand même dans un pays qui a été colonisé par Rome 50 ans avant Jésus-Christ et qui a adopté beaucoup des habitudes romaines, en particulier d'une cuisine plus raffinée que la cuisine des Gaulois. La cuisine gauloise était une cuisine de très bonne qualité, gourmande mais rustique. Même si les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier, ou très peu de sanglier, ils mangeaient surtout des cochons d'élevage. Mais en revanche, avec Rome, une cuisine raffinée venue des grandes villes de l'Empire romain a gagné l'élite de la Gaule romanisée, et par un certain nombre de sauces. Je pense à un condiment qui n'est plus très présent dans notre cuisine, sauf dans certaines régions françaises, qui est le garum. Le garum, c'est une sauce faite à partir d'entrailles de poisson fermentées, qui est l'équivalent au Vietnam d'une mok mam, bien qu'il n'y ait aucun rapport historique et génétique entre les deux. Et il reste quand même Si vous allez à Nice, par exemple, on vous sert une tarte aux oignons qu'on appelle pissaladière. Ouais, et ce qui donne le nom à la pissaladière, c'est le pissala. Et le pissala, c'est du jus d'anchois fermenté. Et donc, son ancêtre est le garum. Il y a ça aussi dans beaucoup de plats de la cuisine italienne. Alors les Gaulois ne mangeaient peut-être pas de sanglier, mais ils buvaient de la cervoise, ça vous est d'accord? Sauf que grâce aux Romains, ils vont se mettre au vin. Ça, on l'oublie un petit peu. Mais l'élite gauloise buvait beaucoup de vin et ils buvaient le vin pur, ce qui fait qu'ils s'enivraient assez facilement. Mais on trouve sur les sites gaulois importants, je pense à Bibracte ou à Vix. Là, on a trouvé le vase de Vix. On trouve énormément de tessons d'amphore, alors que les Gaulois ne savaient pas faire le vin. Mais ils étaient très riches, surtout les peuples qui faisaient le commerce de l'étain, qui arrivaient depuis les îles britanniques, et ils achetaient aux marchands étrusques ou aux marchands grecs qui traversaient la Gaule, ils achetaient des amphores de vin et ils en buvaient énormément. On a des textes qui mentionnent que c'est un signe de barbarie que de boire le vin pur. Le fait de mettre de l'eau dans le vin est un signe de civilisation. Dans le banquet de Platon, ils tiennent jusqu'au matin, même s'ils ne sont pas en très bonne forme, pour la plupart d'entre eux au matin, grâce au fait qu'ils coupaient le vin d'eau. Est-ce qu'il y a encore des querelles sur l'origine de certains aliments entre différents pays ou différentes régions? Oui, il y a toujours,
bon, qu'est-ce que je pourrais prendre? Les frites ou les choses Pardon? comme ça. Les frites, par Alors, exemple. les frites, c'est une grande querelle parce que les Belges prétendent que c'est eux qui les ont inventés. Il y a même une querelle au sein de la Belgique entre Wallons et Flamands. Hein, vous savez, c'est comme le kimchi coréen qui est du chou fermenté. Il y a 2 kimchi déposés au patrimoine immatériel de l'UNESCO de méthode de faire le kimchi. C'est le kimchi nord-coréen et le kimchi sud-coréen, alors que c'est exactement le même. Donc les frites, en fait, c'est un plat. C'est une manière populaire de préparer les pommes de terre pour manger avec les doigts dans la rue, dans les fêtes populaires. Et c'est aussi bien français que belge. Mais il est vrai que comme les pommes de terre poussent très très bien dans le nord de la France et en Belgique, on a développé cette méthode dans les deux parts et d'autre de la frontière. Les frites n'étaient pas frites à l'huile auparavant, mais à la graisse ou de bœuf ou de cheval. Et c'était, paraît-il, bien meilleur. Et alors, ce qu'on découvre dans votre livre, en tout cas ça a été mon cas, c'est le nombre d'aliments qui sont arrivés depuis l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, qui nous semblent très naturels aujourd'hui. Notre gastronomie ne serait rien sans les produits amérindiens. Donc il y a bien sûr la tomate, mais qui met du temps avant d'être consommée. Hein. Même en Alsace, la tomate n'entre réellement dans les habitudes alimentaires qu'après la Seconde Guerre mondiale. Avant, elle est très très peu consommée. Bien entendu, le maïs. Mais le maïs, on ne le consomme pas beaucoup tout seul. Simplement, il sert à nourrir la volaille. Et sans maïs, il n'y aurait pas de foie gras. Le haricot, bien entendu, l'avocat, le piment d'Espelette, le chocolat. Alors, on dirait on ne cultive pas le cacao en France. Simplement, on aime le chocolat qui est arrivé par l'Espagne. Et les premiers chocolatiers sont des Juifs de Bayonne. Il y a encore d'ailleurs des vieilles maisons de vieilles fabriques de chocolat qui sont originaires des premières implantations venues d'Espagne et du Portugal en France. Alors le cassoulet, en fait, le cassoulet est typiquement un plat américain. Parce que sans maïs, on ne peut pas faire de volaille grasse, d'oie ou de canard, et donc il n'y a pas de confit. Y a pas sans haricots, il n'y a pas de cassoulet. Alors, dans certaines recettes, on met de la tomate, pas dans toutes. Dans certaines recettes, on met une pointe de piment. Donc presque tout est américain dans le cassoulet, qui passe pour un grand plat français. Du Sud-Ouest. Alors vous balayez justement beaucoup de malentendus dans votre livre. Par exemple, vous rappelez que la Macédoine ne vient pas de Macédoine, mais de Russie, que la sauce hollandaise est française. Et là, vous avancez une hypothèse sur laquelle le champagne n'est pas vraiment... C'est pas une hypothèse, c'est absolument certain. Il est anglais. Dom Pérignon n'est pour rien dans la prise de mousse du champagne. Il n'a jamais bu d'ailleurs de champagne mousseux, pas plus que Louis XIV, qui était son exact contemporain, qui buvait du vin de Champagne au début de sa vie, et puis après son médecin lui a dit « vous vaudrait mieux boire du Bourgogne parce que ça vous donne des calculs ». Le premier qui boit du champagne mousseux, c'est le régent, et surtout Louis XV. Louis XV qui est un fou de champagne mousseux parce que ça l'euphorise un tout petit peu. Mais la prise de mousse a été inventée par les Anglais, et en 2 mots, parce que les Anglais qui ne pouvaient plus produire de vin compte tenu du refroidissement climatique, le petit âge glaciaire au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle, achetaient du vin sur le continent, dont du vin de Champagne qui descendait la Marne et la Seine, puis qui s'embarquait à Rouen, qui allait en Angleterre. Et les pauvres Anglais trouvaient que ce vin était si acide, comme du jus de citron, qu'ils l'arrangeaient en y mettant du sucre de canne à l'intérieur. Et comme ils avaient inventé le moyen de faire des bouteilles soufflées en verre très épais, ils ont mis ce breuvage dans des bouteilles en verre épais, avec un bouchon de liège. Ils avaient découvert le liège au Portugal, en achetant du Porto. Et donc, la bouteille en verre épais, le sucre et le vin, avec un bouchon, eh bien, c'est une deuxième fermentation qui commence, et à ce moment-là, ça donne de la mousse. Et les Anglais ont été fascinés par ce vin saut de bouchon, comme on dit, ce vin qui pétille et qui rend joyeux. Et donc, c'est eux qui ont mis cette boisson à la mode, et c'est bien après que ça arrive en France. Au départ, c'est plutôt un défaut, parce que la prise de mousse, elle se fait, enfin, du moins, la deuxième fermentation, elle se fait facilement à cette époque, parce que le peu de sucre qu'il y a dans le raisin n'est même pas transformé entièrement en alcool, parce qu'il fait froid très tôt après les vendanges. Et donc, le champagne, nous le devons beaucoup aux Anglais, qui restent de très bons clients, parce qu'après après le règne de Louis XV, on fait le champagne mousseux en Champagne, et on le fait vieillir, les bouteilles dans les carrières souterraines qui sont les fameuses crayères.
Et donc on perfectionne bien entendu la méthode. Madame Clicquot joue un très grand rôle, Monsieur Mouette aussi, et ça aboutit au champagne. C'est 300 millions de bouteilles par an, une des gloires de la culture française, de la culture gastronomique française, mais aussi pour notre balance commerciale, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on sait pourquoi le cochon ou le pain occupe cette place dans des textes religieux le cochon. Le cochon dans les textes. Porc, en l'occurrence, pourquoi il est interdit pourquoi il y a des interdits alimentaires. Alors le porc, c'est une histoire assez compliquée parce que les musulmans ont emprunté l'interdit du porc aux juifs. Donc ça c'est au début de l'islam. Pourquoi les juifs ne mangent-ils pas de porc alors que tous les peuples qui entouraient Israël dans la haute antiquité mangeaient du porc? Même dans l'évangile, vous avez la parabole Jésus qui est au bord du lac de Tibériade, donc va de l'autre côté, en dehors donc de la terre d'Israël, et il y a des esprits malins dont il débarrasse le village, et les esprits vont s'incarner dans un troupeau de porcs qui va se précipiter dans le lac. Donc on mangeait du porc partout autour. Et ça n'a rien à voir avec l'hygiène, avec le fait qu'il fait chaud en été. C'est tout simplement que plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Juifs ont voulu se distinguer par un certain nombre de rituels, et la circoncision en fait partie, par exemple, des peuples voisins, pour montrer qu'eux étaient différents parce qu'ils étaient monothéistes, et ils ont inventé cet interdit du porc. C'est presque un tout petit peu dommage parce qu'on pourrait faire de l'excellente... Il y a un magnifique film qui s'appelle Le Cochon de Gaza que je vous recommande vraiment d'aller voir, qui est un chef-d'œuvre absolu. Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. Je précise qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez la bonté de nous donner une recette. Absolument, qui est faisable. Vous avez une spécialité d'ailleurs en cuisine vous-même? Moi, je suis un grand amateur de terrine. Je ne sais pas faire les pâtés parce que le pâté, c'est une terrine entourée de pâtes et c'est un peu compliqué pour un non-professionnel. Mais les terrines, c'est facile à faire et c'est un moyen merveilleux de composer. C'est très symphonique. On va parler de musique, j'ai l'impression, dans quelques instants. Et c'est un moyen très symphonique de marier des viandes différentes entre elles, des épices, des légumes, des aromates. À la table de l'histoire et du monde, j'espère que vous passez à table là maintenant tout de suite parce qu'on a tous faim après vous avoir écouté aux éditions de Talendier. Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. Benoît Florin, on va voyager aussi avec vous grâce au sujet de votre nouvelle biographie parue chez Perrin, puisque après le maréchal de Richelieu, vous êtes intéressé au prince de ligne qui arpenta toutes les routes d'Europe au XVIIIe siècle, poussant même jusqu'à la Crimée en compagnie de Catherine II. On va en parler parce que c'est un voyage assez exceptionnel. Mais le prince de ligne n'était pas qu'un grand voyageur, c'était aussi un grand esprit, c'était aussi un grand séducteur. Il a failli aussi être un grand soldat, il a essayé, mais il n'a pas forcément eu de chance. Est-ce qu'on peut dire que le prince de ligne incarne à lui tout seul l'esprit des Lumières, l'Europe des Lumières? Non, l'esprit des Lumières, il s'en moque un petit peu, parce que le combat contre l'intolérance, c'est pas son combat. C'est un très grand seigneur, il préfère la compagnie des grands, des rois, des reines, Marie-Antoinette, dont il est très proche, jusqu'à ce que Marie-Thérèse, sa mère, l'écarte un peu, parce que ses bons mots, sa légèreté ne sont pas très bien vus de la part de l'impératrice d'Autriche, dont il est le sujet, il faut le rappeler, puisque dans l'actuelle Belgique, en Wallonie, c'est l'époque des Pays-Bas autrichiens, et il est en fait sujet des Habsbourg. Mais il passe l'essentiel de son temps à la cour de France, dans les salons français et dans les alcôves des courtisanes et surtout des actrices qui sont également un petit peu les deux. C'est donc un libertin comme le maréchal de Richelieu, l'objet de mon précédent ouvrage. Et il glisse sur les parquets de Versailles ou dans les salons de Paris, aussi bien qu'il combattait au cours de la guerre de 7 ans du grade de capitaine au grade de colonel. Mais ce qui le caractérise, comme vous le dites, c'est plutôt les voyages. On pourrait appeler sa biographie l'Europe au galop, voire jusqu'à l'Asie. Un petit peu avant Chateaubriand, il a cette passion des voyages. Et alors que tout le monde part aux Amériques, si j'ose dire, pour la guerre d'indépendance, comme Lafayette, lui, c'est la Russie. Il fait un premier voyage auprès de Catherine II, il est très apprécié, et à tel point qu'elle l'invite, elle lui donne des terres. Une petite manie chez les autocrates russes, même encore aujourd'hui, de donner des postes ou des terres aux Européens pour qu'ils parlent bien de la Russie. Et il la suit dans un voyage absolument
homérique en Crimée, qui est très connu. C'est celui des villages Potemkin, où on est censé, dans cette récente conquête de la Crimée, on est censé créer de toutes pièces des villes et des villages au fur et à mesure du passage de Catherine II et de Joseph II, l'empereur d'Autriche, qui l'accompagne d'ailleurs. Et c'est l'occasion pour le prince de Ligne de faire une merveilleuse lettre qui est peut-être un de ses plus beaux monuments littéraires, parce que c'est quand même un très grand écrivain, on va en parler, bien sûr. À défaut d'être un grand général. C'est l'occasion pour lui de faire cette lettre de Parthénissa, qui, bien avant le voyage de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand, prédécesseur de M. Pitt à la tête de la Société de géographie, je tiens à le dire, c'est un des premiers grands voyageurs romantiques. Et il fait un texte merveilleux d'une 30aine de pages qui, à lui seul, en fait un grand témoin de la langue française de l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit qu'en permanence, il marie à la fois sa vie libertine, amoureuse, sentimentale, qui est particulièrement riche, les voyages, et puis la fréquentation des grands esprits de son époque, des grands écrivains. Il contacte, il va voir Voltaire, il va voir Goethe, il va voir Rousseau, Casanova. C'est incroyable, cette fréquentation. C'est assez extraordinaire d'être à la fois l'ami de Casanova et celui de Goethe. Mais ils se retrouvent tous dans la même ville d'eau de Toplitz pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, où il est mis à l'écart. Le prince de Ligne malheureusement, pour lui, au moment où les vraies guerres arrivent, celle de la Révolution et de l'Empire, il est trop âgé. Il est en disgrâce pour différentes raisons, et notamment sans doute parce qu'il a soutenu un peu secrètement l'indépendance de son pays juste après la Révolution française. Il est vrai qu'il y avait de grandes terres. Il a son château de Belleuil, il a 2000 hectares là-bas. Il n'a pas envie de les voir perdre au profit des révolutionnaires, mais finalement, la Révolution l'enchasse. Il est obligé de s'exiler à Vienne. Il perd la plupart de ses biens. Il perd même son fils aîné qui meurt quelques semaines avant Valmy. C'est le moment où il encourt beaucoup d'épreuves, mais il les passe avec gaieté. C'est ça qui fascine Goethe, c'est que c'est un homme qui a une belle jeunesse, à l'inverse de Goethe, de Faust, qui veut retrouver sa jeunesse et est prêt à passer un pacte avec le diable, qui l'assume et qui reste un beau vieillard, et un vieillard encore très vert. Et joyeux, parce qu'il Goethe le qualifie de l'homme le plus joyeux du siècle. C'est ça qui est important qu'on voit bien dans votre biographie. C'est l'homme le plus gai du siècle. Cette gaieté permanente. Et je fais un petit rapprochement peut-être un peu osé dans ma préface, c'est que Jean d'Ormesson lui ressemble terriblement. Oui. Mais c'est vrai que... Beau vieillard, amoureux des femmes. On a également Paul Morand, homme de mouvement, homme pressé, et également homme à femme. Et parmi les figures littéraires qu'on n'a pas évoquées, il y a aussi Madame de Staël qui va lui assurer un petit peu sa carrière d'écrivain, parce que c'est aussi un grand écrivain. Alors c'est donc un très grand écrivain, mais il s'est consolé de la perte de ses commandements et de l'impossibilité de combattre les armées de la Révolution et de l'Empire. Heureusement peut-être pour lui, parce qu'il aurait peut-être été battu à plat de couture par les généraux de la Révolution ou le jeune Bonaparte, comme l'ont été ses confrères autrichiens. Il se console par une véritable logorée d'écriture. Il écrit 34 volumes, à tel point que ça en devient indigeste. Il n'a même pas 500 lecteurs, il tire à 500 exemplaires. C'est ce qui serait dramatique pour nous trois réunis ce soir. Et il en devient illisible, si vous voulez. Et ces pépites ne sont finalement mises en valeur que par Madame de Staël en visite à Vienne, qui apprécie cette personne qui reçoit tout ce qui compte à Vienne pendant les années de l'Empire. Et elle en tire un seul volume. Et ce volume a un succès phénoménal. Malheureusement, l'année d'après, c'est Wagram. L'Europe pense un petit peu à autre chose. Et ces mémoires, qui sont posthumes, ne paraîtront que bien après, dans les années 1830 environ. Et heureusement, parce qu'il taille des croupières à pas mal de gens. Et il ne risque jamais un mot d'esprit qui, forcément, est toujours un petit peu féroce. Et puis, ces plaisanteries aussi, je crois que vous évoquez lors d'un voyage en Crimée, je crois que c'est avec Joseph, il s'amuse à arracher le voile d'une jeune femme. Oui. C'est pas tout à fait ça, mais il veut absolument voir des musulmanes leur vrai visage, en chair et en os à plusieurs reprises. Et Catherine II a un grand respect pour ces territoires nouvellement conquis, et elle l'apprend, et il a une belle incartade de sa part, malgré toute l'amitié que lui porte Catherine II. Vous avez évoqué Wagram, Napoléon. Il avait une grande admiration pour Napoléon, quand même. Alors, tout Autrichien qu'il fut. Tout Autrichien qu'il fut, il a une grande admiration pour l'homme de guerre, Napoléon.
ça dure jusqu'à la retraite de Russie, et après il s'en détourne un petit peu, avec le sens de l'histoire. Mais il est très ami des ambassadeurs successifs de Napoléon à Vienne, notamment son vieil ami Narbonne, qu'il a connu en France avant la Révolution, qui est un vieux beau comme lui, pour reprendre une expression galvaudée, et avec lequel il s'entend extrêmement bien. On le trouve un petit peu trop à l'ambassade au moment où Vienne est occupée à plusieurs reprises, et ça fait un tout petit peu désordre je dirais, dans sa carrière. Et alors, il se vante un peu d'avoir provoqué, d'avoir permis le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Vrai ou faux ? Il est tout à fait favorable à un rapprochement des deux familles impériales, Ouais. la millénaire famille des Habsbourg avec la toute nouvelle famille des Bonaparte. Il ne semble pas qu'il ait eu un très grand rôle. Il a sans doute été averti par ses réseaux, notamment par Narbonne, l'ambassadeur, de ce mariage qui tout d'un coup éclate 3 mois après la défaite autrichienne. Il faut imaginer, je ne sais pas, Oui. la fille de Gaulle épousant le fils d'Hitler en 1944. C'est à peu près aussi, un peu raide, ouais. aussi dur que ça. Il est un des rares à accueillir avec joie presque ce sacrifice de la dynastie des Habsbourg pour permettre le maintien de l'Autriche qui risque d'être dépecée à ce moment-là par Napoléon. On a dit qu'il n'a pas eu de grande campagne militaire à son actif. Il y a quand même eu la prise de Belgrade. Alors, aux Ottomans en à Belgrade, 1789-90. qui est une ville qui vous est chère, je le sais, il participe à un des nombreux sièges. Son père, son oncle ont déjà participé à des sièges de Belgrade. Belgrade, c'est une ville qui est prise et reprise tout au long du XVIIIe siècle, vous le savez. C'est la limite entre l'Empire turc et l'Empire autrichien, depuis que l'Angers s'est écarté un petit peu de Vienne. Et il ne fait en fait que commander l'artillerie au siège de Belgrade, ce qui est déjà pas mal. Et il estime que l'artillerie a joué un grand rôle dans cette prise de Belgrade, qui est d'ailleurs rendue aux Turcs avec la paix quelques années plus tard, pour la énième fois, avant qu'elle redevienne soulève contre les Ottomans en 1804. Exactement. Et vous avez une grande connaissance de ce sujet, je le sais. Son problème, c'est qu'il n'a jamais commandé en chef. Voilà. Donc, cet homme qui a l'amour de la gloire, ne la trouvera finalement que dans la littérature grâce à Madame de Staël et dans sa notoriété. Il a une fin de vie qui est un peu triste quand même. Je ne trouve pas. Non. Il a une fin de vie très, très glorieuse. Son enterrement, il n'est plus là pour le voir, mais c'est quand même 10 000 soldats qui l'accompagnent jusqu'à cette dernière demeure à quelques kilomètres de Vienne. C'est 2 empereurs qui assistent, 2 ou 3 rois, une dizaine de princes souverains, une vingtaine de maréchaux de tous les pays d'Europe. C'est assez exceptionnel. Nous n'aurons pas ça à nos enterrements respectifs. Et c'est un dernier, un des derniers phénomènes de ce congrès de Vienne. Son dernier bon mot, c'est dire le congrès de Vienne danse mais ne marche pas, parce qu'on s'amuse beaucoup. Au congrès de Vienne, lui-même meurt d'assister à tous les bals parce qu'il est fatigué, il finit par attraper vraisemblablement une pneumonie en veillant tard à ces différents bals et en allant avec son uniforme blanc de maréchal d'Empire autrichien, toujours suivant une femme à cette occasion. Ça lui est finalement fatal. Merci beaucoup Benoît Florin. Je vous conseille vraiment vivement cette biographie du Prince de Ligne, L'Esprit des Lumières, publiée aux éditions Perrin. Lord d'Autriche, on avance dans le 19e siècle avec vous, puisque vous allez nous parler d'un compositeur du milieu du siècle, Georges Bizet, en particulier de son célèbre opéra Carmen, présenté il y a tout juste 150 ans, et dont le musicologue Hervé Lacombe raconte en détail les circonstances de sa création dans un bel essai publié chez Actes Sud, dans lequel il insiste aussi beaucoup sur le contexte historique. Oui, c'est ça. En fait, le succès phénoménal aujourd'hui de Carmen a fait oublier ce qu'était ce spectacle en 1875 et l'audace que ça a été de monter cet opéra. On voyait sur scène un homme qui tue son ancienne maîtresse, des femmes qui fument des cigarettes, le monde de la corrida qui mêle la fête et le jeu mortel. Et puis Carmen, cette sulfureuse bohémienne qui va choquer la bourgeoisie parisienne à cette époque-là, 1875, en période d'ordre moral, les débuts de la Troisième République, quelques années après la défaite de la France à Sedan, l'écrasement de la Commune de Paris, et donc les conservateurs catholiques et les monarchistes qui gouvernent la France. Mais Bizet, lui, Georges Bizet, le compositeur, veut garder cet esprit de rebelle, ce parfum de scandale dans son opéra, parfum de scandale présent déjà dans la nouvelle de
Mérimée, qui sert de socle à l'opéra, la nouvelle de Mérimée, publiée 30 ans plus tôt. Et il veut montrer en fait de vrais hommes, de vraies femmes éblouis, torturés par la passion. Et puis, il est le premier compositeur aussi en 1875 à montrer cette Espagne-là, une Espagne plus réaliste, plus épicée, plus vibrante en quelque sorte. Alors lui aussi, dans son opéra, comme il veut être aussi nouveau à sa manière, il ne veut pas recycler les costumes, les décors déjà vus. Vous allez voir sur scène à ce moment-là, enfin le public de 1875 voit des costumes de dragons, voit un grand tableau de 2 mètres de hauteur avec la déesse Hébé, la déesse de la jeunesse, debout sur un aigle en plein vol. Donc c'est impressionnant pour le public. Et Bizet n'a pas du tout de mal à rassembler autour de lui les meilleurs pour les costumes, les meilleurs pour les décors. Et puis l'éclairage dans Carmen joue un rôle très important parce que contrairement à l'obscurité à laquelle le public est plutôt habitué à cette époque à l'opéra, là la salle est éclairée et puis il y a les projecteurs qui sont utilisés, qui sont tout nouveaux à l'époque et qui permettent de suivre, de mettre l'accent sur tel ou tel aspect du spectacle. Donc tout ça participe aussi au choc qu'a été Carmen. Et donc une partie de la presse va d'ailleurs aimer cette audace, cet opéra, mais l'histoire, curieusement, a surtout retenu les critiques les plus virulentes, très virulentes. C'est vrai, très virulentes. Alors, l'anecdote que j'ai découverte dans ce livre, c'est aussi que si Carmen attire toute l'attention en 1875, c'est parce qu'à l'Opéra de Paris, où se joue un autre opéra, les ténors sont tous enrhumés et doivent faire relâche. Et donc, l'attention se porte uniquement sur l'opéra comique, où a lieu la première représentation de Carmen. Ça explique aussi en partie le choc que ça a pu être. Et au-delà du crime passionnel qui est montré sur scène, ce qui pose le plus problème vraiment à l'époque, c'est la figure de Carmen elle-même qui est critiquée. Carmen, la femme trop libre, la sulfureuse bohémienne, la séductrice, cette femme en robe rouge qui se dandine par un léger mouvement de hanche et qui fixe les hommes de son regard noir, plein de provocations, disent les critiques à l'époque. L'interprète de Carmen, justement, qui s'appelle Célestine Gallimarié, a bien conscience, en fait, de pousser son personnage au-delà du convenable. Elle voit bien qu'elle va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait auparavant, et c'est ce qui choque aussi le public. D'ailleurs, elle va avoir du mal, quelques années plus tard, à trouver d'autres rôles, à être recrutée, précisément pour cette raison. En partie quand il va falloir, quand Carmen va être redonnée, et elle ne va pas être sollicitée parce qu'on se souvenait de son jeu trop expressif. Mais c'est vrai que les critiques sont acerbes à son égard en 1875. On parle de sa voix rauque, triviale, repoussante même, disent les journalistes. Et ça n'était pas acceptable au théâtre de l'opéra comique, un théâtre subventionné, un théâtre honnête, comme on disait, où elle aurait dû modérer ses passions, en quelque sorte. Donc ça a freiné sa carrière. Et on voit que les critiques avaient de l'influence à l'époque parce que l'opéra est un fiasco. Et ouais, c'est ça. En fait, dès le premier acte, une partie du public quitte la salle. Il y a des compositeurs qui tout de suite voient le génie en fait de Bizet et de Carmen. Brahms soutient très vite l'opéra. Tchaïkovski aussi va dire dans 10 ans, Carmen sera l'opéra le plus célèbre de la planète. Hein. Il était prophète en la matière, c'était très bien vu. Mais c'est vrai que finalement, Bizet a vécu beaucoup d'échecs quasiment pendant toute sa vie. Il s'est demandé s'il réussirait un jour. Carmen va devenir son véritable premier succès. Après la création, il y a quand même plusieurs représentations qui sont données, une trentaine, même si évidemment l'opéra fait parler et c'est pas un succès complet. Mais Bizet, lui, meurt 3 mois après la première représentation d'une crise cardiaque, après s'être baigné dans la Seine glacée. Et donc, il ne verra pas finalement le grand succès de Carmen et il ne saura pas que c'est cet opéra qui le fera entrer dans l'histoire. Et l'histoire l'a rangé justement parce que c'est aujourd'hui, je crois, le plus joué au monde. Opéra le plus joué au monde aujourd'hui, oui. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Je rappelle le titre de ce livre d'Hervé Lacombe. Carmen à sa création. Carmen à sa création, voilà. Ouais. Une Andalousie âpre et fauve aux éditions Actes Sud. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous conseiller un documentaire passionnant à voir sur Histoire TV. C'est une série inédite de 4 fois 1 heure intitulée Les femmes du Troisième Reich. Ce sera diffusé les 11 et 18 février à partir de 20h50. Merci encore à tous les trois, Benoît Florin, Jean-Robert Pitt, Laure d'Autriche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud.